Le 27 septembre 2025, un télégramme urgent en provenance de Tel Aviv a été déposé sur le bureau du président par intérim du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. L'expéditeur était le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, porteur d'un ultimatum glaçant. 72 heures pour choisir, se soumettre ou faire face à un coup d'État. La question qui a ébranlé toute l'Afrique était la suivante: pourquoi Netanyahou a-t-il osé faire preuve d'une telle arrogance? Qui se cache réellement derrière cet ultimatum et comment Traoré va-t-il réagir? Cliquez sur le bouton j'aime et rejoignez-nous tandis que nous dévoilons les prochains développements dramatiques. L'ultimatum adressé au Burkina Faso n'était pas une suggestion vague. Il était précis, froid et catégorique. 5 exigences, rédigées en termes clairs, visaient chacune les fondements mêmes de la souveraineté de ce jeune État. Premièrement, Israël exigeait la restauration complète des contrats miniers. Le Burkina Faso est le 4e producteur d'or d'Afrique, avec plus de 115 tonnes métriques extraites en 2022. Pourtant, une grande partie de cette richesse a historiquement quitté le pays. L'ultimatum réclamait que l'or, l'uranium et le manganèse soient restitués à des entreprises israéliennes liées par des accords de 25 ans qui priveraient le pays de tout contrôle local pendant une génération. Deuxièmement, la lettre exigeait la réinstallation de systèmes de surveillance et de renseignement. Depuis 2022, Ibrahim Traoré avait expulsé les troupes françaises et limité la présence des organisations occidentales. Israël voulait inverser cette dynamique en rétablissant des stations satellites, des centres de télécommunications et des conseillers militaires au cœur de Ouagadougou. Troisièmement, l'exigence portait sur l'économie. Traoré avait promis de rompre avec le franc CFA, une monnaie arrimée à Paris, au profit d'une nouvelle alternative ouest-africaine aux côtés du Mali et du Niger. Israël exigeait l'inverse, à savoir un retour aux transactions en dollars américains et en shekels israéliens. Quatrièmement, l'ultimatum visait les partenariats internationaux. Le Burkina Faso avait acheté des hélicoptères et des systèmes radars à la Russie en 2023. La Chine construisait des réseaux 5G à Ouagadougou. L'Iran avait promis des bourses d'études et une coopération dans le domaine des énergies renouvelables. Le gouvernement de Netanyahou exigeait que tous ces liens soient rompus. Enfin, la demande la plus sévère concernait le transfert du pouvoir. L'ultimatum proposait la mise en place d'un conseil de transition approuvé par les alliés occidentaux, ce qui reviendrait à forcer Traoré à démissionner. Le message était sans détour: obéir ou affronter un coup d'État dans les 72 heures. Ce n'était pas simplement un différend bilatéral. Derrière le message de Netanyahou se profilait une ombre bien plus vaste. L'appareil des intérêts mondiaux allant des géants miniers aux agences de renseignement de Washington à Paris. Pour le Burkina Faso, l'horloge tournait. Mais tout cela n'était que la surface d'une tempête plus profonde, car la véritable bataille ne se jouerait pas sur le papier. Ibrahim Traoré n'hésita pas. Quelques heures après avoir reçu l'ultimatum, il se présenta devant son peuple et devant le monde. Il répondit point par point avec des mots qui tranchaient comme l'acier. Sur la question des ressources, il déclara: le Burkina Faso extrait plus de 2 millions d'onces d'or chaque année, ce qui représente 80% de nos exportations. Mais depuis des décennies, 70% de ces bénéfices ont quitté notre sol pour aller aux actionnaires étrangers. Je préfère voir mon peuple endurer la pauvreté pendant une génération plutôt que de vendre notre souveraineté pour une fortune immédiate. Sa déclaration résonna dans chaque coin de Ouagadougou, trouvant un écho auprès de citoyens lassés de voir des entreprises étrangères s'enrichir au détriment des communautés locales. Sur la question de la surveillance et du renseignement, Traoré invoqua l'histoire. En 1961, Patrice Lumumba du Congo fut assassiné après avoir refusé de se soumettre aux intérêts occidentaux. Ses bourreaux agissaient sous la bannière du renseignement étranger. Ouagadougou ne répétera pas ce destin. Aucune agence étrangère ne surveillera chaque souffle de notre peuple. La comparaison était saisissante. Un avertissement clair: le Burkina Faso ne se laissera pas transformer en une nouvelle victime de la manipulation mondiale. Sur le plan économique, Traoré attaqua le cœur même de l'ultimatum. Pendant près d'un siècle, le franc CFA, contrôlé depuis Paris, a enchaîné notre économie. Lorsque le Niger osa défier Paris, ils ont coupé l'électricité, ils ont supprimé l'aide. Mais nous n'avons pas peur, nous créerons notre propre destinée avec nos frères du Mali et du Niger. La foule qui écoutait éclata en acclamations, consciente de l'ampleur de ce qu'il promettait. Sur les relations internationales, il ne vacilla pas. L'ancien président Donald Trump s'était retiré unilatéralement de l'accord nucléaire iranien en 2018, laissant le Moyen-Orient dans le chaos. Cette décision fut imposée au monde sans aucun respect pour ceux qui en ont souffert. Le Burkina Faso ne s'inclinera pas devant de tels diktats.
Nous choisirons nous-mêmes nos partenaires, que ce soit à Moscou, à Pékin ou à Téhéran. Et enfin, ces mots de clôture frappèrent comme le tonnerre. Le Burkina Faso ne deviendra la nouvelle colonie d'aucun empire. Si je tombe, il y aura des millions pour se lever. Ce n'était plus une simple querelle diplomatique. En cet instant, Traoré transforma l'ultimatum en un cri de ralliement pour la souveraineté africaine, allumant une flamme que ses adversaires n'avaient pas prévue. Alors que les paroles de Traoré résonnaient à travers le pays, l'air même du Burkina Faso semblait vibrer d'inquiétude. À la 24e heure, les rues de Ouagadougou s'étaient transformées en un champ de bataille vivant de voix. Des foules affluaient dans les avenues, certains brandissant haut le drapeau national, scandant son nom comme un hymne de défi, d'autres se regroupant en attroupements intenses, réclamant l'ordre et avertissant que sa défiance risquait de plonger la nation dans le chaos. L'ultimatum avait atteint son objectif caché, fracturer un peuple contre lui-même. Dans les casernes, l'unité commença à se fissurer. Des officiers supérieurs murmuraient leurs doutes, se demandant si la défiance de Traoré n'allait pas attirer un désastre provoqué par des puissances bien plus grandes que la leur. Des rumeurs de coup d'État se répandirent comme une traînée de poudre dans les rangs. Pourtant, parmi les jeunes soldats, il n'y avait aucune hésitation. C'étaient des hommes et des femmes qui avaient vu leurs parents peiner et leurs terres vendues par le biais de contrats étrangers. Pour eux, Traoré n'était pas seulement un commandant, mais la réponse à des générations de prières silencieuses. Les marchés ressentirent également la secousse. Le prix de l'or vacilla, violemment montant et s'effondrant au rythme de chaque rumeur venue de Ouagadougou. À Londres et à New York, les traders spéculaient comme si la nation elle-même n'était qu'une action sur laquelle parier. Mais dans les rues du Burkina Faso, les familles voyaient le prix du pain et du carburant grimper d'heure en heure. Ce que le monde appelait politique était déjà devenu leur lutte quotidienne pour survivre. Les médias internationaux accentuèrent la fracture. Les chaînes occidentales dépeignaient Traoré comme un officier téméraire trop jeune et trop audacieux, prêt à jouer avec l'avenir de son peuple. Pourtant, à travers l'Afrique, son image flamboyait comme un phare. Au Mali et au Niger, des stations de radio entières diffusaient ses discours mot pour mot, exhortant leurs citoyens à considérer le combat du Burkina Faso comme le leur. Sur les réseaux sociaux, la guerre des récits faisait rage vérité-mensonge et propagande s'entrechoquait en temps réel, remodelant les perceptions à chaque heure qui passait. Au cœur de la tempête, la voix de Traoré resta ferme. « Il ne s'agit pas de moi », déclara-t-il au deuxième jour devant une mer de partisans. Il s'agit de savoir si le Burkina Faso appartient à son peuple ou s'il est mis aux enchères au plus offrant. Ces paroles étaient à la fois un acte de défi et une prophétie dessinant le champ de bataille entre souveraineté et soumission. Ainsi, le compte à rebours des 72 heures s'écoulait non pas comme de simples chiffres sur une horloge, mais comme un tonnerre qui s'amassait à l'horizon. Ce n'était plus seulement le destin du Burkina Faso qui était en jeu, mais l'équilibre des forces sur tout un continent. Au deuxième jour, entre la 24e et la 48e heure, l'ombre de l'ultimatum pesait plus lourdement encore sur le Burkina Faso. La tension ne résidait plus seulement dans les bureaux du gouvernement ou les casernes militaires. Elle avait envahi la vie quotidienne des gens ordinaires. Une tentative d'assassinat secoua la capitale. Selon des rapports locaux, des hommes armés non identifiés avaient pris pour cible un convoi censé transporter de hauts responsables proches de Traoré. L'attaque échoua, mais le message était clair. La pression n'était plus confinée à la diplomatie. La peur balayait Ouagadougou où les citoyens murmuraient l'existence de mains invisibles orchestrant le chaos depuis l'étranger. Pour les habitants des marchés, la peur s'accompagnait de privations. Les denrées de base devinrent rares, les commerçants stockant riz et farine dans l'attente de nouveaux troubles. Le prix du carburant doubla en 48 heures. Des familles qui vivaient autrefois au jour le jour se retrouvèrent soudain face à des choix impossibles. Acheter de la nourriture ou économiser pour des médicaments marchaient des kilomètres plutôt que de payer un transport. L'ordre social commençait à s'effilocher. Des vagues de désinformation inondaient les réseaux sociaux. Certains messages affirmaient que Traoré avait déjà été tué. D'autres prétendaient que des troupes étrangères y étaient en route. La panique se propagea rapidement dans les villages privés de sources d'informations fiables. Et pourtant, au même moment, d'innombrables Burkinabés refusèrent de céder au désespoir. Ils organisèrent des patrouilles de quartier, protégèrent les commerces locaux et brandirent des pancartes proclamant « La souveraineté n'a pas de prix ». Pour le gouvernement de Traoré, les divisions internes s'approfondissaient. Certains ministres plaidaient pour la négociation, redoutant une guerre civile. D'autres se rallièrent derrière leur chef, convaincus que toute concession marquerait la fin de la véritable indépendance. Dans ce climat divisé, une vérité devint évidente. L'ultimatum avait réussi à plonger le Burkina Faso dans un creuset de survie.
Et à travers ce creuset, le monde commença à voir quelque chose de saisissant, une société entière, prise entre la peur et la défiance, contrainte de décider si elle allait résister ou s'effondrer. Alors que l'horloge dépassait la 48e heure, le Burkina Faso entra dans la phase la plus périlleuse de l'ultimatum. À Ouagadougou, des milliers de citoyens déferlèrent dans les rues. Certains défilaient avec des banderoles portant le visage de Traoré scandant pour la liberté et l'unité. D'autres, encouragés par des rumeurs de soutien étranger, brandissaient tard des pancartes exigeant le rétablissement de l'ordre. La capitale devint un théâtre de confrontation où les loyautés s'entrechoquaient au grand jour. Dans le même temps, une faction d'officiers militaires se manifesta déclarant qu'ils allaient rétablir la stabilité. Leur annonce diffusée à la radio locale provoqua une onde de choc à travers le pays. Était-ce le coup d'État annoncé dans l'ultimatum de Netanyahou ou bien un bluff destiné à mettre à l'épreuve la résilience de Traoré? Malgré le tumulte, des citoyens ordinaires firent preuve d'un courage rarement observé en temps de crise nationale. Des femmes menèrent des processions jusqu'à la place centrale, entonnant des chants traditionnels de résistance. Les chefs religieux appelèrent à la paix tout en affirmant le droit de la nation à rester souveraine. Les étudiants des universités organisèrent des rassemblements nocturnes débattant pour savoir si leur avenir devait s'inscrire sous la bannière de l'indépendance ou dans l'ombre d'une puissance étrangère. La communauté internationale observait de près. À Bamako, à Niamey et à Accra, des voix solidaires s'élevèrent, saluant la défiance de Traoré. Mais dans les capitales occidentales, les éditoriaux mettaient en garde contre le risque d'une instabilité qui se propagerait à travers l'Afrique de l'Ouest. Pour de nombreux Burkinabés, les événements de ces dernières 24 heures donnaient l'impression de vivre au cœur d'une tempête historique. La peur persistait à chaque coin de rue. Mais la détermination aussi. Les familles se préparaient au pire tout en espérant le meilleur. Des rumeurs de compromis circulaient, pourtant personne ne savait vraiment ce que l'aube de la 72e heure apporterait. Le Burkina Faso se tenait désormais au bord non seulement d'un bouleversement politique, mais aussi d'une transformation capable de redéfinir sa place en Afrique. L'ultimatum avait forcé la nation à une épreuve de volonté, et chaque battement de cœur de son peuple faisait partie de ce combat. Tandis que les Burkinabés comptaient les dernières heures, le reste du monde analysait chaque développement avec une attention intense. À Washington, l'ultimatum soulevait des questions bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Pour certains membres de la communauté du renseignement aux États-Unis, la lettre de Netanyahou ressemblait moins à une exigence isolée qu'à une manœuvre coordonnée dans laquelle les intérêts américains ne pouvaient être dissociés. Au Capitole, les analystes débattaient à huis clos, les États-Unis devaient-ils rester silencieux ou prendre position? Officiellement, les responsables américains parlaient peu. En privé pourtant, les groupes de réflexion et les conseillers politiques fourmillaient d'inquiétude. Les minerais en jeu l'or, l'uranium et le manganèse étaient essentiels non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour les marchés mondiaux de l'énergie nucléaire aux technologies électroniques modernes. Si le Burkina Faso défiait l'ultimatum et réussissait, il pourrait inspirer d'autres nations africaines à reprendre le contrôle de leurs ressources. Pour certains à Washington, ce scénario risquait de bouleverser des arrangements économiques établis depuis des décennies. Pendant ce temps, la CIA était évoquée dans les médias africains comme un acteur de l'ombre. Les références aux opérations passées de Patrice Lumumba dans les années 1960, aux interventions clandestines au Moyen-Orient, donnèrent du poids aux soupçons selon lesquels les agences américaines pourraient ou ne pas rester passives. Les commentateurs américains rejetèrent de telles accusations, mais la perception en elle-même avait son importance. En Afrique, la perception comptait souvent davantage que les déclarations politiques. Israël, de son côté, présenta l'ultimatum comme une question de sécurité nationale. Les responsables à Tel Aviv le présentèrent comme une mesure défensive destinée à protéger les partenariats stratégiques et les voies d'approvisionnement en ressources. Pourtant, peu doutaient que le ton des exigences de Netanyahou fut influencé par des intérêts occidentaux plus larges. Dans le même temps, Moscou et Pékin suivaient les événements de près. Les médias russes mettaient en avant le droit du Burkina Faso à l'autodétermination, présentant Traoré comme un héros de la résistance. La Chine soulignait ses projets d'infrastructures en Afrique, se dépeignant comme un partenaire respectueux de la souveraineté. Téhéran, de son côté, se positionnait comme un ami de Ouagadougou, promettant des bourses et des partenariats dans les énergies renouvelables. L'ultimatum était donc devenu plus qu'un simple drame politique. Il était un miroir reflétant les lignes de fracture du pouvoir mondial. À travers l'Afrique, les réactions à l'ultimatum n'étaient pas feutrées. Elles étaient passionnées et sans filtre. Au Mali et au Niger, les dirigeants louaient publiquement Ibrahim Traoré pour avoir rejeté ce qu'ils appelaient des diktats néocoloniaux. Les chaînes nationales rediffusaient ces discours, les présentant comme un nouvel hymne pour l'indépendance de l'Afrique de l'Ouest. Des citoyens se rassemblaient sur les places publiques tenant des bougies
et scandant leur solidarité avec le Burkina Faso. Le symbole était puissant, si une nation tenait bon, d'autres pourraient y suivre. L'Union africaine exprima une profonde inquiétude mais évita de prendre parti. Prise entre ses principes de souveraineté et sa dépendance à l'aide étrangère, la CEDEAO, le bloc ouest-africain vacillait également. Déchiré entre des gouvernements craignant l'instabilité et d'autres qui admiraient en silence l'audace de Traoré. Pour beaucoup d'Africains ordinaires, cependant, le choix était simple, soutenir le jeune dirigeant qui osait dire tout haut ce qu'il ressentait depuis longtemps. L'Europe occidentale réagit différemment. Des éditoriaux à Paris avertissaient que le Burkina Faso risquait de s'isoler de la communauté internationale. La presse britannique et allemande partageait ces préoccupations, insistant sur l'instabilité des marchés et les pressions migratoires potentielles. Emmanuel Macron, déjà critiqué pour le déclin de l'influence française au Sahel, se retrouvait dépeint comme un partenaire silencieux dans ce drame. Pendant ce temps, dans les universités et forums culturels africains, le discours prenait une tournure historique. Des chercheurs comparaient la défiance de Traoré au mouvement d'indépendance des années 1960, quand des leaders comme Kwame Nkrumah et Thomas Sankara rêvèrent d'un continent libre de tout contrôle extérieur. Sur les réseaux sociaux, les hashtags se répandèrent rapidement « Africa Awakens »,« Stand with Burkina »,« Ibrahim Traoré ». Chaque mot dièse, chaque message amplifiait l'idée que ce combat n'était pas seulement celui du Burkina Faso, mais celui de toute l'Afrique. Les investisseurs mondiaux observaient également avec nervosité. La possibilité d'un nouveau modèle africain de contrôle des ressources menaçait les contrats existants à travers le continent. Si le Burkina Faso parvenait à résister avec succès, les compagnies minières de Johannesburg à Toronto devraient faire face à des gouvernements enhardis, prêts à renégocier les accords. À la fin du compte à rebours des 72 heures, il était clair que l'ultimatum n'était pas seulement une confrontation entre Israël et le Burkina Faso. Il était devenu un moment décisif dans la lutte entre les systèmes de pouvoir mondiaux et les voies montantes de la souveraineté africaine. Alors que les dernières heures de l'ultimatum approchaient, le monde s'attendait soit à un effondrement, soit à une capitulation. Pourtant, ce qui s'est déroulé a choqué aussi bien les alliés que les adversaires. Au lieu de reculer, Ibrahim Traoré dévoila une manœuvre stratégique qui bouleversa l'équilibre des forces. Au matin de la 72e heure, Traoré apparut non pas au palais présidentiel, mais sur les marches de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, flanqué de leaders communautaires, de représentants syndicaux et de figures religieuses. Il annonça la création d'un Conseil national de souveraineté, un organe composé de représentants de la société civile, de l'armée et des chefs locaux. Ce conseil, déclara-t-il, aurait pour mission de superviser les ressources de la nation et les contrats étrangers, les plaçant sous la garde du peuple burkinabé. Le retournement fut dévastateur pour ses adversaires. L'ultimatum exigeait que Traoré démissionne au profit d'un conseil de transition approuvé par l'Occident. Au lieu de cela, il devança cette exigence en formant son propre conseil enraciné dans la légitimité nationale et soutenu par le peuple. Le symbole était clair, il ne serait pas chassé. Il élargissait la base de son autorité. La foule explosa de joie. Dans les rues de Ouagadougou, les chants de « La patrie ou la mort » résonnaient. Ce que les acteurs étrangers avaient voulu transformer en moment de vulnérabilité devint une démonstration de résilience à travers l'Afrique. Les commentateurs baptisèrent cela le retournement de Ouagadougou. Soudain, Traoré n'était plus seulement un président assiégé. Il devint le symbole de la manière dont un dirigeant africain pouvait transformer la pression extérieure en force intérieure. Les conséquences immédiates de la manœuvre de Traoré se propagèrent avec une rapidité étonnante. Les gouvernements occidentaux, pris au dépourvu, hésitèrent à réagir. Ils s'étaient préparés à un coup d'État, à l'instabilité et peut-être même à sa chute. Mais ils n'avaient pas anticipé un leader capable de changer les règles du jeu avec une telle assurance. À Washington, certains analystes qualifièrent cela de précédent dangereux, craignant que d'autres nations africaines n'adoptent des conseils similaires pour résister à l'influence étrangère. À Paris, les décideurs politiques exprimaient ouvertement leur inquiétude. Le franc CFA lui-même, pilier de l'influence française en Afrique de l'Ouest, pourrait bientôt s'effriter si la défiance de Traoré inspirait le Mali, le Niger ou même le Sénégal à suivre son exemple. Pour Israël, l'issue fut particulièrement amère. L'ultimatum conçu pour isoler Traoré avait au contraire uni une grande partie de la population burkinabé derrière lui. Les exigences de Netanyahou paraissaient désormais moins relevées de la diplomatie stratégique que d'un excès d'autorité. Les médias internationaux, autrefois sceptiques à l'égard de Traoré, commencèrent à publier des titres sur le jeune capitaine qui avait surpassé l'ordre mondial. Le plus remarquable fut la réaction régionale. Les dirigeants du Mali et du Niger annoncèrent leur intention de former un bloc économique commun avec le Burkina Faso, accélérant ainsi la réforme monétaire même que Israël avait tenté de bloquer.
Les intellectuels africains saluèrent le conseil de Traoré comme un écho du XXIe siècle au rêve panafricain autrefois imaginé par Kwame Nkrumah et Thomas Sankara. L'ultimatum avait été conçu pour le briser. Au lieu de cela, il devint le creuset qui transforma Ibrahim Traoré en bien plus qu'un simple chef d'État. Il émergea comme un symbole du refus de l'Afrique de s'incliner, un emblème de souveraineté, à une époque où cette dernière semblait négociable. Alors que la poussière des 72 heures se dissipait enfin, une vérité brillait plus que toutes les autres. Le Burkina Faso n'était pas tombé. Contre toutes les prévisions, contre le poids des puissances étrangères, et face à la pression d'un ultimatum destiné à briser sa volonté, la nation s'était levée non pas par les armes, ni par la richesse, mais par la conviction inébranlable, inflexible, intacte. Ibrahim Traoré, autrefois considéré comme un simple jeune officier inexpérimenté et dépassé, se tenait désormais comme un symbole bien plus grand que lui-même. Il avait enduré la pression des empires, les menaces des entreprises et les murmures de trahison venant de l'intérieur. Pourtant, à la fin, il émergea non seulement comme le leader du Burkina Faso, mais comme l'incarnation d'une idée que l'Afrique portait depuis longtemps en elle, le droit de se tenir droit sans demander la permission à quiconque. Les rues de Ouagadougou racontaient cette histoire. Les agriculteurs qui ployaient autrefois le dos en silence levaient maintenant la tête parlant non seulement de semer des récoltes, mais de planter les graines de l'indépendance pour leurs enfants. Dans les salles de classe, les étudiants se répétaient ces paroles transformant les cours en forums de débat et faisant de l'éducation le terrain d'entraînement de la souveraineté. Les marchés, bien que secoués par la spéculation et l'incertitude, portaient un nouveau courant de fierté. Chaque transaction se chargeait désormais de la conviction que la dignité n'était pas à vendre. À travers le continent, sa défiance se propageait comme un feu porté par le vent. À Bamako, Niamey et Conakry, de jeunes hommes et femmes se rassemblèrent dans les cafés et sur les places publiques, leurs conversations ponctuées de ces phrases, leurs voix s'élevant avec le souvenir des géants Sankara Nkrumah et Lumumba. Le courage de Traoré avait dépassé les frontières, puisant dans un héritage de lutte qu'aucun ultimatum ne pouvait effacer. Les puissances internationales avaient cherché à le présenter comme imprudent, voire dangereux. Mais le récit échappa à leurs mains. Dans les foyers africains des villages, sous le soleil du Sahel, aux villes animées, le long de la côte atlantique, la position de Traoré n'était pas vue comme le pari d'un seul homme, mais comme l'éveil d'un continent. Pendant trop longtemps, on avait dit à l'Afrique d'accepter son destin, de troquer son avenir contre une survie à court terme. Maintenant, un dirigeant avait osé dire non, et des millions de personnes l'entendirent comme un oui à leur propre dignité. Traoré lui-même donna tout son sens à cette démarche lorsqu'il se tint devant son peuple et déclara « Nous n'avons pas demandé la permission d'être libres. Nous nous sommes levés pour la revendiquer. » Ces mots ne résonnaient pas comme de la simple rhétorique. Ils sonnaient comme une déclaration de guerre contre la résignation, contre la dépendance, contre l'érosion lente de la confiance en soi. Ils étaient un appel au fermier qui laboure la terre sèche, à l'étudiant qui ouvre son livre à la lueur d'une bougie à la mer qui porte le poids des pénuries. La liberté n'était plus lointaine, plus abstraite. Elle était une responsabilité immédiate et exigeante qu'il fallait défendre chaque jour. L'ultimatum, conçu avec la précision de l'intimidation, avait sous-estimé sa propre puissance. Il cherchait à diviser, à affaiblir, à rappeler au Burkina Faso sa petitesse. Au lieu de cela, il avait fait émerger une unité forgée dans l'adversité, une défiance née de la mémoire et une vision enracinée dans le sol même de l'Afrique. Ce qui était destiné à fracturer la nation l'avait réveillé. Ce qui avait été conçu pour humilier avait au contraire inspiré, et dans cet éveil se posait une question bien plus vaste que les frontières du Burkina Faso. Sommes-nous aux côtés de ceux qui se battent pour leur dignité, aussi fragile, soit-elle aussi coûteuse, soit-elle, ou restons-nous silencieux, alors que l'histoire se déroule, que la souveraineté est troquée, que le courage est puni? Le défi ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais chacun d'entre nous. Osons-nous reconnaître que la lutte pour la liberté dans un coin de l'Afrique et la lutte pour la liberté partout ailleurs, ces 72 heures, passeront à l'histoire comme bien plus qu'une simple échéance. Elles seront retenues comme le moment où une nation fut mise à l'épreuve et choisit de ne pas s'incliner. Comme le moment où un jeune officier défia le poids du monde et ce faisant donna voix au désir d'un continent. Comme l'étincelle qui rappela à des millions de personnes que la souveraineté ne se reçoit pas par décret, elle se revendique par la volonté. Si l'esprit d'Ibrahim Traoré a touché votre cœur, alors que cette histoire ne s'arrête pas ici. Partagez-la, faites-la vivre, prononcez-la à voix haute, abonnez-vous, afin de continuer à suivre ce parcours d'une Afrique qui ne plie plus le genou, qui ne vend plus son âme, qui n'attend plus que d'autres définissent son destin. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'Afrique, et que le courage de ce moment nous rappelle à tous que la liberté n'est pas donnée. La liberté se prend et se défend avec acharnement par ceux qui osent croire.